Bonjour et bienvenue sur la chaîne vidéo Zone Bourse. Aujourd'hui, je vais faire un point sur le secteur bancaire parce que les banques, si vous ne le savez pas, elles vont mal, elles vont même très mal et pour un grand nombre de raisons. Alors si vous en doutez, je vous mets quelques graphiques sur 5 ans. Donc voilà la BNP, graphique sur 5 ans en hebdomadaire. Voilà Société Générale et pour finir UBS. Alors on le voit, ces différentes banques sont au plus bas sur 5 ans. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer en revue les différentes activités de la banque et on va voir quelles sont les menaces présentes et futures. Alors petit flashback pour parler du rôle historique des banques. Donc le premier rôle, c'était de sécuriser les dépôts d'argent avec des gros coffres, un peu comme dans Lucky Luke avec les Dalton, qui étaient bien sûr plus sûrs pour mettre de l'argent que sous le matelas. Ensuite, la deuxième fonction, c'est de fournir des moyens de paiement. Donc ça a été de nous donner du cash au guichet, puis les chèques, cartes bancaires, et maintenant on bascule petit à petit avec paiement via les mobiles. Troisième fonction très importante, qui est fournir du crédit. Donc on pense bien sûr principalement crédit immobilier pour les particuliers et crédit aux entreprises. Ensuite, elles ont un rôle, pas toutes mais la plupart, un rôle d'intermédiaire financier. Donc elles vont par exemple fournir accès au marché financier pour acheter et vendre des titres. Ensuite, pour certaines banques, il y a aussi le fait de faire de la gestion d'actifs. Alors si on reste du côté des dépôts, l'argent aujourd'hui, il est très peu physique. L'argent physique représente qu'entre 5 et 10% de l'argent en circulation. Donc c'est principalement, en fait, on parle de sécurité informatique plutôt que de sécurité physique. Et de ce côté-là, de ce côté de la sécurité informatique, on a l'avenue de la blockchain, par exemple, qui est quand même le top en termes de sécurité informatique. Et je vois pas dans le futur pourquoi on ferait pas plus confiance même un nouvel acteur qui arrive dans la blockchain ou alors à Apple par exemple ou à Google en termes de sécurisation informatique plutôt que BNP ou Société Générale. Et si on reste du côté des dépôts, on a un autre problème aujourd'hui qui reste les taux négatifs qui sont appliqués aux réserves excédentaires que les banques placent auprès de la BCE chaque jour. En fait, à quelques rares exceptions, en France et en Suisse, les banques n'ont pas répercuté ces taux négatifs aux dépôts de leurs clients. On commence à voir certaines banques privées comme UBS ou Lombard qui facturent les dépôts au-delà d'un certain seuil, mais ça reste vraiment des exceptions. Alors passons maintenant aux moyens de paiement avec des géants qui se sont créés très rapidement au cours des dernières années, comme par exemple PayPal, Stripe, Apple Pay ou Alipay qui se sont imposés dans ce thème du paiement sécurisé. Et puis bien sûr, on a Facebook avec son portefeuille Calibra qui va bientôt débarquer et qui risque de se faire aussi une belle place dans le domaine. Alors plus récemment, et pour moi peut-être plus inquiétant pour les banques existantes parce qu'ils visent exactement la même clientèle, on a les néobanques, donc comme N26 ou Revolut, qui envahissent le marché à grande vitesse. Et selon une étude récente d'AT-Kearney, on aurait en 2023, donc d'ici 4 ans, entre 50 et 85 millions d'Européens qui seraient clients de ces banques, ce qui représente à peu près 20% de la population de plus de 14 ans. Alors passons maintenant au crédit, donc principalement crédit immobilier et crédit aux entreprises. Donc sur les crédits IMO, les banques, faut être honnête, elles sont assez peu attaquées, mais il faut faire attention notamment aux néobanques, car même si aujourd'hui ce sont souvent des banques secondaires, donc on a une banque classique en banque principale plus une néobanque, à un moment elles vont vraiment faire le forcing pour s'attaquer à ce type de prêt et pas rester juste sur le côté dépôt et carte de crédit. Pour le crédit aux entreprises, le principal concurrent aujourd'hui, ce sont les marchés financiers. Mais on voit apparaître de plus en plus de plateformes de crowdfunding et plus précisément de crowdlending qui pourront prendre le relais. Alors comment ça marche une plateforme de crowdlending pour PME? C'est tout simple. Moi par exemple, je viens de recevoir un email qui me propose 2 projets, donc sur une plateforme de crowdlending bien connue. Une entreprise espagnole qui emprunte 103 000 € sur 36 mois à 6,75%, et puis une entreprise hollandaise qui emprunte 350 000 € sur 24 mois à 6,25%. Et en fait, on prête en général très peu d'argent par entreprise pour avoir le portefeuille le plus diversifié possible, parce que bien sûr, en tant que particulier, on ne peut pas encaisser le même niveau de défaut que des banques. Et c'est très difficile d'atteindre le même niveau de diversification. Alors du côté du crédit pour les banques, on a quand même des bonnes nouvelles, qui est que le taux de faillite est extrêmement bas, les clients restent très très solvables, et même tellement solvables qu'on est à des niveaux qui sont historiquement anormaux, et c'est là où peut-être il faut faire attention pour le futur, c'est que s'il y a le moindre retournement, ça risque d'être très violent. Alors ensuite, si on passe du côté intermédiaire financier, donc le marché, il est maintenant aux mains des courtiers en ligne qui proposent un accès au marché à des prix très compétitifs et souvent une interface mobile dans la plupart des cas, qui va être beaucoup plus pratique pour acheter et vendre des titres que celle des banques.
Donc en gros, soit les banques ont une filiale qui propose ce type de service, donc courtier en ligne, soit elles ont gardé un service de brokerage minimum dans les rares cas où des clients ont gardé leur portefeuille chez elles. Ici, je parle bien sûr de la banque de détail et pas de la banque privée où les clients vont être beaucoup plus actifs sur de grosses sommes et auront besoin donc d'avoir des personnes qui traiteront leurs ordres à leur place. Alors pour la gestion d'actifs, donc là on va parler des fonds de placement ou de la gestion discrétionnaire, il y a une énorme concurrence des ETF, des trackers, et maintenant aussi des fintechs de gestion d'actifs, donc notamment tout ce qui est robo-advisor. Alors en plus de toutes les menaces qu'on a citées, il y a bien sûr la contrainte réglementaire qui n'est pas une menace, mais qui est une contrainte qui coûte très cher aux banques. Donc les règles prudentielles de Bâle 3 bien sûr, qui viennent augmenter en moyenne de 24% leurs exigences en capital, alors que les banques américaines, elles ne voient leurs exigences en capital augmenter que de 1,5% seulement. Alors bien sûr, Bâle 3, c'est la plus exigeante parce que c'est celle qui concerne les fonds propres, mais il y a aussi énormément d'autres réglementations en ce moment. On a par exemple DSP2 ou PSD2 en anglais sur les moyens de paiement. On va avoir MiFID 2 sur tout ce qui est marché financier, donc notamment pour protéger les investisseurs particuliers. Et puis bien sûr, la réglementation qui touche tout le monde et pas seulement les banques, donc la réglementation RGPD, donc qui concerne toutes les données. Donc un énorme travail, il y a beaucoup de personnes à embaucher en plus et des départements déontologiques qui ont tendance à exploser ou qui ont explosé au cours des dernières années. Alors bien sûr, quand on voit toutes ces menaces, ça fait un peu peur pour le secteur bancaire, à juste titre, notamment tout ce qui est attaque des petites boîtes de techno, donc les fintech, et puis des géants du web, donc avec les GAFA qui rentrent aussi sur ce marché. Donc la banque est un peu prise en étau entre ces deux parties, en fait, par le haut et par le bas. Mais les banques ont une grosse chance, c'est que l'argent, le marché de l'argent, c'est pas comme de vendre des chaussures sur Amazon ou bien de taper une recherche dans Google. C'est un marché qui est très difficile à prendre, c'est ce qu'on appelle un sticky business. C'est très difficile de perdre des clients, ou plutôt en tant que client, c'est très difficile d'en sortir. Et pour une raison qui est simple, c'est que c'est un sujet qui est très sensible. Donc quand vous avez les économies d'une vie qui sont placées dans une banque ou dans 2-3 banques, il faut vraiment avoir une énorme confiance dans une petite boîte qui vient de sortir de terre, dans une petite fintech, pour pouvoir prendre une partie ou toute son épargne et la mettre dedans. Et ce qui ralentit aussi pas mal le mouvement vers ces néobanques, par exemple, ça va être tous les couacs qu'il y a eu récemment. Donc on a eu la banque Monzo, par exemple, une néobanque britannique qui a dû informer ses clients qu'il y avait à peu près 500 000 clients dont les données étaient déposées sur un serveur non sécurisé de leur banque, donc qui n'était pas accessible par l'extérieur, mais n'importe quel employé de la banque pouvait voir leur PIN et tout leur code d'accès. On a eu Ipagoo aussi, donc une néobanque qui a débarqué sur le marché britannique en 2015 et en France en 2017 et qui a dû fermer ses portes et qui a arrêté toute activité récemment. Alors on peut citer aussi la plateforme de crowdfunding Lendy ou bien le robo-advisor Marie Cantier qui ont cessé leurs activités aussi au cours des derniers mois. Alors bien sûr c'est normal parmi toutes ces petites fintechs comme pour n'importe quelle startup d'avoir des échecs et d'en avoir qui disparaissent, mais comme je disais sur le marché très très sensible de l'argent, sur le marché bancaire, à mon avis c'est ce qui va faire qu'on est loin d'avoir un afflux massif vers ces néobanques et pour le moment les néobanques elles vont rester une plateforme secondaire donc pour avoir des cartes bleues pas chères, des cartes de paiement pas chères, pour avoir comme ça un compte dépôt qui va être un peu plus facile, peut-être un peu plus flexible et bien accessible en ligne. Mais pour moi, c'est loin de devenir la banque principale des clients. Alors est-ce que c'est le moment de revenir sur les bancaires quand on voit le ratio cours sur bénéfice, elles paraissent vraiment pas chères, on est vraiment sur des plus bas sur la plupart d'entre elles, comme je le disais depuis plusieurs années. Mais pour moi, c'est encore trop tôt. Pourquoi c'est trop tôt? Parce que sur la plupart des menaces que j'ai cité, on est au tout début du processus ou au milieu. Si je prends les taux négatifs, on n'en est pas sorti. En tout cas, les taux bas, ils sont là pour durer. Les fintech, on est juste au début. Les crypto-monnaies, même chose. Bien sûr, on va avoir tout ce qui est Apple Pay, Alipay, Calibra, etc. Qui sont sur le marché et qui font que se renforcer. Donc pour moi, j'ai pas cité les plateformes de crowdfunding, mais c'est la même chose. Donc pour moi, tout ça, ce sont des menaces qui sont qui vont soit durer quelques années, mais soit qui sont tout juste au début, donc c'est difficile d'en voir la vraie portée. Mais moi, je continue à surveiller les banques. Pourquoi? Parce que si on a un crack ou une prochaine crise financière, toutes les banques vont aller au tapis. Qu'elles soient bonnes, pas bonnes, quelle que soit la qualité de leur bilan, elles vont toutes chuter très bas. Et la raison de ça, pourquoi est-ce que toutes les banques vont y aller, c'est parce que les bilans bancaires sont très complexes. Et le hors-bilan, j'en parle même pas, c'est encore plus complexe. Donc dès qu'il y a une crise financière, comme personne ne sait ce qu'il y a réellement dans le bilan des banques, elles sont toutes fortement décotées. Et c'est à ce moment-là que j'en profiterai très probablement pour acheter les bancaires les plus solides. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de commenter, liker, partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.